C'est difficile d'être un peu la pionnière, c'est difficile de trouver des codes que je peux vraiment progresser dans un monde qui n'est pas forcément fait pour moi. Si les femmes devaient faire quelque chose, moi je dirais que c'est juste de parler plus, prendre plus de place. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de DS Bubble, toujours dans la série Travail et santé mentale. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur énormément et je pense qu'il tient à cœur de beaucoup de femmes et d'hommes aussi, j'espère. On va parler de parité homme-femme. Comment progresser dans la vie pro comme un homme? J'ai l'immense plaisir d'accueillir ce matin Mariana Mergulao. Est-ce que je le prononce bien? Presque parfait. Mergulao. Comment ça se dit à la brésilienne? Mergulhão. Mergulao. Mais Mergulao. c'est très bien. Bon dia. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai vécu presque un an au Brésil. J'ai fait mon stage international au Brésil. Donc, je ne dirais pas que je parle brésilien, mais j'ai gardé quand même quelques notions de brésilien. Je parle ce qu'on appelle le portugnol, qui est une mistura des espagnols et des portugais. Ouais. Mais ouais, je me rappelle de bon dia, tudo bem. Enfin voilà, il me reste quelques expressions quand même. C'est déjà bien. Et on va parler de parité. Alors moi, ce qui m'a attirée initialement dans le profil de Mariana, et je vais te laisser te présenter un peu plus en détail et expliquer ton parcours et comment tu en es arrivée à faire de ce sujet presque un combat de vie, j'ai l'impression, parce que moi, je suis tes posts. Je lisais un peu ces posts LinkedIn tous les jours et je trouvais que ça me parlait énormément. C'est là où je me suis rendu compte que tout ce que tu disais, ça structurait un peu les idées que je commençais à avoir. Et en me disant, là, tu mets des chiffres, tu mets des mots, de la vérité sur ce qu'on peut vivre un peu au quotidien. Donc, c'est comme ça que je me suis rapprochée de Mariana. Et il s'avère qu'en plus, tu fais des podcasts. Et j'ai adoré le titre de Cash Confidence, mais je te laisserai expliquer un peu plus en détail ce que tu fais au juste. Mais déjà, d'avoir une ambassadrice de Cash Confidence et d'utiliser la confiance comme moto dans ce que tu fais, j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup je me suis dit il me faut Mariana dans mon podcast et c'est comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Merci Mariana d'être présente. Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, je suis hyper touchée par cette introduction, vraiment hyper beau. Alors du coup, c'est vrai que Cash Confidence, c'est un podcast sur le rapport des femmes à l'argent et l'idée d'inciter de plus en plus une autonomie financière aux femmes. J'ai ce podcast, ça fait déjà presque 2 ans et demi avec Anna Logacheva. Et j'ai aussi une newsletter qui s'appelle La Trentaine, sur un peu les crises de la trentaine et toutes les questions qu'on se pose quand on arrive à la trentaine. Et l'idée, c'est d'inciter de plus en plus de femmes de vraiment à discuter tous ces sujets. Et voilà. Donc, je suis vraiment hyper contente d'être là aujourd'hui. La trentaine, il y a des crises, mais la quarantaine, il y a des crises aussi. Et donc, Cash Confidence, si j'ai bien compris, ça vient éduquer. C'est une éducation financière pour les femmes qui veulent changer leur rapport à l'argent, c'est bien ça? Oui et non, oui, mais en fait, c'est un peu l'idée, c'est de réduire les tabous de l'argent. Dans le sens que parler d'argent, c'est un sujet tabou dans la société. On peut se dire que non, moi je parle d'argent avec mon mari ou avec mes amis, mais en fait, une bonne partie de la société, on a une vraie problématique. Les hommes parlent beaucoup plus d'argent que les femmes et il y a des conséquences. Par exemple, les femmes négocient plus autant les salaires. Il y a des différences de niveau de salaire hommes-femmes. Et même dans un mariage, quand il y a un divorce, ce qui arrive de plus en plus dans la société, il y a vraiment un gap de niveau financier après un divorce. Donc les femmes, elles ont une réduction de niveau de vie après un divorce de 20% et les hommes autour de 2 à 3%. Et très vite, ça revient à un niveau d'avant. La retraite est un vrai sujet. Les femmes, elles contribuent moins, elles ont des revenus plus faibles à la retraite, elles vivent plus. Et du coup, ça veut dire que si on parle pas d'argent, c'est un problème pas forcément quand on va négocier un salaire, mais après des années d'accumulation de toutes ces inégalités qui vont se creuser dans un mariage, dans un divorce, à la retraite, ou même dans l'épanouissement qu'on peut avoir dans la vie. Parce que l'idée de parler d'argent et d'éducation financière, c'est pas juste de parler de finances, d'intérêts composés et toutes ces thématiques que moi j'adore, mais j'ai conscience que c'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais vraiment de juste parler du sujet, de juste donner la parole aux femmes et être à l'aise avec le sujet pour vraiment avoir plus de rêves. Donc c'est presque
parler de finances personnelles, c'est pas juste parler de chiffres, mais c'est surtout de parler d'envie de vie, parler de rêve et comment l'argent est vraiment le levier pour y arriver. C'est beau. Donc en fait, c'est plus que ça. C'est un peu comme moi, j'avais l'intention avec ce podcast de me dire, je libère la parole autour de la santé mentale. Et la santé mentale, c'est vaste. Donc je vais quand même commencer par un secteur qui est le travail. Et le travail, enfin une société, c'est à l'image de la société avec un grand S. Mon but, c'était vraiment de libérer la parole autour de ça. Donc toi, c'est bien sûr, il y a une part d'éducation, mais c'est surtout, venez, on parle de ce sujet qui ne doit plus être tabou et qui en fait est un levier pour accéder à ses rêves, à ses projets, à tout ce À qu'on a des envie choix. à des choix. Ouais. C'est beau. Quel a été, toi, dans ton parcours, le déclic? Comment tu en es arrivé à te dire, ce sujet m'intéresse et j'ai limite envie d'en faire mon combat? Est-ce qu'il y a eu un instant où tu t'es sentie, je sais pas, lésée ou comment tu as pris conscience de ce gap-là? Parce que là, tu es hyper instruite sur les chiffres, mais il y a bien eu un moment de conscientisation. Ouais, moi je pourrais dire que bah, c'était mon parcours pro dans le sens que moi j'ai fait mes études au Brésil en école de commerce avec une spécialisation en finance. Donc en théorie j'ai travaillé un peu en finance. Donc en théorie j'étais déjà un peu dans le milieu. Mais c'est pas forcément la vérité. Moi je dirais que le déclic était beaucoup plus à la maison. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Mon père, il a eu une maladie, donc du jour au lendemain, il était à l'hôpital et il devait faire une chirurgie. Et c'était le 26 décembre 2012, donc ça fait vraiment longtemps. Et donc c'était juste après Noël, un moment que bah, on est en famille, tout le monde est content en théorie. Et mon père, il s'est vu dans un lit d'hôpital et il avait vraiment beaucoup plus de chances de ne pas revenir après la chirurgie. Et c'était le moment que mes parents, ils ont parlé d'argent pour la première fois. Devant toi. Ouais, devant mon frère et moi. Et en fait, mon père, il a fait une liste de ce que ma mère devait faire au cas où il revient plus. Et franchement, je parle beaucoup de ce moment de vie parce que c'était assez marquant et c'était assez dur. Mais ça m'a beaucoup marqué dans le sens que ma mère, elle avait pas forcément de la visibilité de comment mon père il gérait l'argent de la famille. Ma mère, elle était toujours un peu dans ce stéréotype de la femme à la maison. Ça veut pas dire que ma mère, elle n'était pas indépendante, mais juste, elle a toujours un peu priorisé sa vie en famille, le fait d'être avec les enfants, et elle était très, très contente dans ce rôle. Par contre, c'était toujours un peu le split, la différence classique de mon père, il est en charge des finances et ma mère a des dépenses quotidiennes. Et en fait, j'ai vu que ma mère, elle s'est vue déjà avec un mari à l'hôpital, la possibilité qu'elle va perdre bah, son mari et aussi doit gérer tous les problématiques d'une vie en famille, de déclarer des impôts pour mon père. Et donc, c'était vraiment le moment que je me suis rendu compte, mais c'est bizarre qu'il y a tellement une différence, il y a un déséquilibre de la façon de prendre des décisions financières à la famille. Et c'était après ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser sur le sujet et j'ai commencé un peu à découvrir bah, tous les chiffres et tous les conséquences de ce schéma un peu classique de la femme qui, même quand elle a son autonomie financière, dans le sens où elle a un salaire à elle, à la maison, c'est toujours l'homme qui est en charge des investissements, des finances plus long terme. Et voilà, donc moi, je dirais que le déclic, il était beaucoup plus dur de ce que je pourrais imaginer. Mais c'est marrant parce que ça fait écho de l'histoire d'une tante à moi maternelle qui en fait a perdu son mari suite à une maladie. Et pareil, en fait, on a vu sa vie à cette personne être complètement chamboulée. Elle a eu un train de vie qui a été modifié du quasi tout au rien overnight, enfin en presque une nuit. Je trouve ça intéressant que tu parles du cas de tes parents parce que je suis sûre qu'on a tous chacun comme ça au moins un exemple de personnes dans notre entourage où en fait, parce qu'il y avait ce fonctionnement par défaut, où en fait, même si elle travaille, hein, si elle a un salaire, mais c'est comme si c'était à l'homme d'être responsable des finances et c'est l'homme qui jouait un rôle un peu de CEO de la famille sur ces sujets financiers. En fait, c'est comme si les cartes étaient distribuées. La cuisine, c'est la femme, les finances, c'est l'homme, la gestion. Alors qu'elle, elle dit que si sa vie était à refaire, il y a mille et un sujets qu'elle aurait abordés différemment et elle se serait intéressée. Mais c'est ces mécanismes-là qu'il faut changer. On a évolué. Donc, comme tu l'as dit, les femmes aujourd'hui travaillent, elles ont un salaire, elles ont avancé dans la vie pro, mais elles ont gardé des mécanismes hérités peut-être de leur grand-mère ou de leur arrière-grand-mère, qui est de on reste dans une posture passive et ça ne me concerne pas ou ça ne me regarde pas, alors que
En fait, c'est un mythe de croire que les femmes sont moins bonnes dans les maths. Je lisais justement un livre, Votre cerveau vous joue des tours. Il dit que c'est un a priori ou un préjugé qui scientifiquement est erroné parce que n'est pas basé sur des vrais datas. Si on regarde les vrais datas, les femmes sont aussi bonnes en maths, voire mieux en maths. Enfin, il n'y a pas de mieux, mais il y a tout autant de femmes que d'hommes qui sont très bons dans les mathématiques. Et du coup, ça m'amène à cette question. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un homme progresse mieux dans le monde de l'entreprise, à diplôme égal, à niveau d'études égal, à notes égales, même point de départ? Qu'est-ce qui fait que finalement les hommes, selon toi, vont beaucoup plus loin financièrement? Comment on peut justement rectifier le tir? Je pense qu'il y a une première chose c'est le fait que même quand on a le même niveau de diplôme, le même niveau presque un CV exactement pareil, ça veut pas dire qu'on part forcément de le même point de départ. Parce que même qu'on a un CV, donc je sais pas, moi, si je compare avec un autre homme qui a eu exactement le même CV en termes d'études, langue parlée, expérience et tout, la façon que je vois le monde du travail et la façon que le monde du travail me voit est différente. Donc, mon éducation, toutes les choses que j'ai internalisées pendant des années, les idées reçues, les idées est-ce que je suis vraiment compétente par rapport à mes compétences, c'est pas forcément perçu de la même façon pour un homme et pour une femme. Donc, même que j'ai un poste, genre même que j'ai je sais pas, un CV assez quali, peut-être que je me doute beaucoup plus, peut-être que je me remets beaucoup plus en question, peut-être Donc qu'il ce a que toutes les tu questions. dis, si j'ai bien compris, c'est que les femmes ont plus tendance à avoir le syndrome de l'imposteur que l'homme, par exemple? Peut-être, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent et même le fait de se projeter. Donc, par exemple, si je vais me postuler à une poste et que j'ai tel CV et un homme, il a exactement le même CV, peut-être que je vais me sentir beaucoup plus prête, beaucoup plus compétente pour me postuler à ce poste-là. Parce que dans l'entreprise, je me projette plus, au moins dans les gens que je vois. Donc, si on a une monde du travail qui est très masculin, peut-être que même avec les mêmes compétences, les mecs vont se sentir plus inclinés et plus à l'aise de se postuler. Et on voit ça, il y a des chiffres qui montrent que bah, les femmes, elles ont besoin d'avoir presque 100% des critères pour postuler un job, et les hommes, je crois que Avec c'est 60, 30, 60. ouais, Ah, même moins, ok. ouais, je suis Ok, moi je parfaitement pensais hyper certaine de ça, 60%. mais c'est pas 100%. Donc les hommes, ils sont beaucoup plus à l'aise de postuler, même quand ils n'ont pas tous les checks des compétences demandées. Donc, même quand on a exactement le même profil, ça ne veut pas dire qu'on est au même niveau de confiance, le même niveau de perception de mes compétences, le même niveau de comment je vais me présenter. Je ne vais pas peut-être demander le même salaire, peut-être que je ne vais pas négocier autant. Donc, c'est jamais vraiment le même point de départ, même quand dans le CV et sur LinkedIn, c'est exactement les mêmes cases qu'on a coachées. Donc, je pense que c'est tout ce travail de la société nous a créé une idée de qu'est-ce que c'est une femme au monde du travail et comment le monde du travail perçoit les femmes, qui c'est jamais le même point de départ. Donc je pense que ça c'est une première chose. Après, c'est comment les femmes vont jouer une fois qu'elles ont fini des études. Et là, je pense qu'il y a un deuxième point assez important. Il y a une autrice que j'aime beaucoup, elle s'appelle Clara Mollet. Elle parle de les règles de jeu. Et elle parle beaucoup du fait justement que les femmes, elles ont tendance presque à garder la même mentalité après les études. Donc on pense que le monde du travail, la façon de jouer dans le monde du travail est exactement de la même façon à l'école. À l'école, on a, je sais pas si j'ai un test. Mea culpa. Mais ouais, mais Me c'est too. ça. On pense que bah, si je suis vraiment la personne présente tout le temps, si je fais les devoirs, si je suis vraiment disponible tout le temps, si je parle au prof et tout, bah, je vais avoir une bonne note et c'est ça qui va jouer le fait de progresser dans l'école. Oui, si je fais tout bien, le syndrome de la bonne élève en fait. Exactement. Sauf que le monde Je du réponds travail à n'est pas tout, je forcément prends comme tous les ça. projets. Ouais. On aimerait bien que ça soit le cas et je pense qu'il y a des choses qui évoluent dans ce sens. Il y a une nouvelle directrice en Europe que bah, la transparence de salaire, je pense que ça va inciter Oui, la beaucoup loi là, qui est passée, tout à exactement, je fait. pense que ça va inciter beaucoup le marché du travail à créer cette transparence. Donc il y a des choses qui sont faites et tant mieux. Mais ça, on n'est pas encore là. Le monde, les gens qui ont des promotions, c'est pas forcément les gens qui ont performé. Bien sûr, il y a quelqu'un qui va dire, mais moi je travaille, je sais pas, je suis commercial et mes objectifs sont très chiffrés, sont très tangibles. C'est pas le cas, oui, mais c'est l'exception. La plupart des postes n'est pas des objectifs hyper clairs, hyper définis. Et du coup, les gens qui sont promus, c'est pas forcément les gens qui ont mieux performé. Il y aura des gens qui vont pas aimer trop cette idée, mais c'est vrai. Parfois, on va promouvoir à la personne qui, à chaque 3 mois, demande une promotion, chaque 3 mois, demande une augmentation. Et telle personne qui a jamais demandé,
Si moi, je suis un manager et j'ai, je sais pas, 20 000 euros, on va dire, d'augmentation que je peux donner à mon équipe, il y a telle personne qui est bien là et qu'elle n'a jamais demandé d'augmentation, je vais pas forcément utiliser ce budget pour elle, mais à quelqu'un qui, ça fait déjà des mois que la personne insiste, quoi. Parce que ça va calmer la pression, quoi. Donc, Ok. il y a un peu cette mentalité. Je trouve ça hyper intéressant. Donc en fait, c'est comme si tu disais, à diplôme égal, à compétence égale, etc., ce qui va vraiment être un facteur déterminant, c'est deux soft skills finalement, c'est la politique. Le fait de connaître les règles, de naviguer les règles, c'est finalement de la politique. Nous, on applique des règles qui finalement ne sont pas adaptées à ce jeu-là. C'est comme si on avait des règles qui ont bien fonctionné pour un certain jeu et qu'on essaye de dupliquer dans un nouveau jeu, mais en fait, on est complètement à côté de la plaque. Et la deuxième chose, pour moi, la confiance, c'est un soft skill en fait. On peut être un génie, on peut être très bon, on peut avoir la meilleure éducation, mais si on n'arrive pas avec ce côté un peu bold, ou j'ose, et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve le titre très bien choisi, Cash Confidence, c'est une attitude en fait, c'est une attitude de confiance et c'est une attitude de je m'affirme et c'est une attitude un peu comme en politique, c'est quelle posture on a envie de prendre et quelle place on a envie d'occuper et comment on veut se positionner par rapport à ces sujets-là. Et donc la faute à qui? Est-ce qu'on n'a pas assez formé sur ces sujets-là? Moi par exemple j'aurais adoré avoir des cours où on m'explique un peu plus les jeux politiques en entreprise, par exemple. Ou alors, est-ce que c'est la faute à l'éducation des parents? Ouais, bah, je pense que c'est difficile de Répondre à cette question. ouais, c'est difficile de répondre dans le sens que bah, c'est le marché du travail qui est le responsable, mais le marché du travail, il est composé des personnes qui ont bah, simplement reproduit un peu des idées reçues. Donc c'est difficile de dire bah, c'est la faute de telle personne de reproduire ça. Donc c'est compliqué. Mais ce que je pense, c'est que soit on essaye de changer le système, donc on essaye de changer le monde du travail, et ça c'est par la politique, ça c'est par le CSE, ça c'est par les syndicats, et bref, tous les gens qui essayent un peu de changer la façon que le marché est structuré. Le fait de prendre la parole, le fait de créer le débat en interne, par exemple, je pense que c'est une excellente façon de pousser que dans les grandes entreprises, il y a un peu plus de tangibilité et plus de transparence, justement, donc comment les promotions sont faites et comment les postes évoluent. Je pense que ça demande une pression créée par des employés qui n'est pas toujours évidente. Et ça prend du temps. Donc je pense qu'il y a une autre chose à faire, c'est de jouer avec les règles qui sont sur la table. Et donc, pour jouer justement avec les règles qui sont sur la table, est-ce qu'il y a des choses concrètes à mettre en place? Par exemple, moi, je sais que avoir une coach pro, ça m'a beaucoup aidé. Lire des livres sur la négociation, ça m'a aussi aidé. Travailler, démarrer ma carrière dans la finance, c'est quelque chose qui m'a aussi aidé. Donc, la réalité est ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, nous mettre en place? Ouais. Je pense qu'une première chose, c'est tout ce qui est... Moi, j'adore l'idée de mentorat, l'idée de se projeter sur quelqu'un, et pas forcément quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, je sais pas, 10 ans, 20 ans, mais quelqu'un qui est juste un peu En après, genre la avance, suite, ouais. ouais, de ma carrière. Je pense que ça, c'est très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui créent des programmes de mentorat qui sont très bien établis. Il y a même des clubs de femmes au club X, genre différentes postes, différentes Des métiers. networks un peu. Ouais, un peu de networker, mais networker dans le sens de vraiment inciter le passage de connaissances. C'est pas juste les connexions, le sens network pur. Donc, je pense que ça, c'est bien de participer à des... Donc, vraiment aller chercher de l'information et aller chercher des gens qui peuvent vous aider. Ou même contacter quelqu'un, genre, s'il n'a pas de programme de mentorat établi sur, genre, dans la boîte à laquelle je travaille, peut-être juste chercher quelqu'un que je me projette, qui m'inspire, et essayer de parler à cette personne. Par exemple, moi, bah, j'ai une personne qui elle, travaillait dans un fonds d'investissement, et quand j'ai fini mes études, moi, je l'ai contactée, j'avais beaucoup de questions, et du coup, on a juste pris un café, et c'était un café que j'ai posé mais plein de questions très directes, toutes les questions que je me posais, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à justement voir les choses différemment. Donc, c'est un peu de juste contacter la personne directement. Sinon, Partage de connaissances, en fait. exactement. Mais faire ce premier pas de peut-être demander à quelqu'un, ça m'intéresse ton profil, j'aimerais bien apprendre plus sur toi. Est-ce que on peut passer, je sais pas, 30 minutes en vidéo par mois? Et ça peut déjà m'aider énormément. Donc je pense que chercher quelqu'un qui t'inspire et essayer de créer une connexion avec cette personne et créer un peu ce programme de mentorat, soit déjà établi dans la boîte ou pas forcément, je pense que c'est une première part. La deuxième chose, je pense que c'est justement cette compréhension des soft skills de demander plus. Il faut se mettre
hors de la zone de confort pour justement savoir jouer le jeu. Et je donne un exemple. Moi, je parle beaucoup d'argent, négociation et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont jamais osé négocier un salaire. C'est pas l'exercice le plus évident du monde, mais il faut commencer quelque part. Par exemple, moi, j'ai commencé à négocier mon salaire dès mon stage. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient à l'époque, mais les salaires des stagiaires sont pas négociables. Et moi, je disais, bah, tout est négociable dans la vie, mais absolument Qui tout. ne tente rien n'a rien. Exactement. Et du coup, j'ai commencé à négocier mon stage. C'était pas forcément une augmentation énorme, mais c'était juste pour tester l'exercice, pour me forcer à me sentir un peu hors de la zone confort et un peu cette sensation inconfortable. Mais que après, quand je fais une deuxième négociation pour un deuxième stage, après pour mon premier CDI, après pendant le CDI, c'est de plus en plus facile parce En fait, que ça j'étais devient comme déjà... un muscle Exactement, qu'on et ça entraîne. devient juste quelque chose d'évident et c'est pas une aberration. Parce qu'on a déjà fait et le cerveau comprend que bah, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que le max qu'on va avoir, ça, genre la chose la plus négative qu'on va avoir, ça va être juste un non, quoi. C'est intéressant que tu parles de ça parce que j'avais fait un programme de coaching ou de mentorat ou c'était un programme pour les femmes de coaching pro et il y a une chose que j'ai retenue de ce programme et que je trouve exceptionnelle, c'était go for no. En fait, elle nous expliquait que notre cerveau est conditionné pour éviter des situations où on se sent rejeté. On associe ça à de la douleur, limite comme de la douleur physique. Enfin, c'est une douleur émotionnelle, mais c'est ce qui peut avoir les mêmes répercussions sur le cerveau que la douleur physique. Et donc, en fait, on fait tout pour éviter d'être rejeté. Et quand on nous dit non, on le vit comme un rejet, ou le cerveau l'accueille comme un rejet et donc comme une douleur physique. Et donc, on va éviter les situations où on va se mettre en situation de collecter des noms. Et pour changer ça, on a mis en place comme un jeu où en fait on se dit, si on me dit non, je gagne. Ça s'appelle Go for No. Mais donc pour être sûr d'avoir le non, tu vas toujours demander plus. C'est-à-dire demain je vais à la banque, je vais demander un prêt de allez, 50 000 euros. Il y a de fortes chances, si j'ai un bon CDI, un bon salaire, etc., que je puisse l'avoir. Mais comme mon but, c'est d'avoir un non, donc là, je vais oser demander peut-être le double, voire le triple, voire le 1 million d'euros. Donc si ça marche, j'ai le fameux oui classique, donc j'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai demandé un truc qui était improbable. Mais si j'ai un non, vu qu'on a mis en place ce jeu qui est Go for No, bah, je me dis, ah, un non, c'est plus un. Et c'est comme ça qu'on a qu'on a changé la programmation de notre cerveau. Et j'ai trouvé ce jeu mais tellement puissant. Parce qu'en fait, nous, on se protège et on se fait tout le temps petit pour justement éviter le non et éviter donc ce rejet-là. Et alors que si on se dit, ben yes, je gagne à chaque fois que j'ai un non, c'est là où je vais tout demander. Je vais avoir tel salaire, j'ai besoin de lever des fonds, en vrai j'ai besoin de 1 million d'euros pour ma boîte, ben, je vais demander 2 millions d'euros. En fait, tout est un peu plus élargi et tout est un peu plus... On pousse les limites parce que ce qu'on recherche justement là, dans le cadre de ce jeu-là, c'est le non et j'ai trouvé ça très très powerful en Mais fait. c'est génial. Genre, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est un excellent exercice. Moi, j'adore. Et je pense qu'il y a un peu la contrepartie que beaucoup de femmes, peut-être, qui vont nous écouter et vont se dire, mais j'ai peur de comment je vais être perçue, j'ai peur d'être mal jugée par rapport au fait de demander quelque chose un peu trop, un peu trop. Et je pense que genre, je comprends, mais justement, le fait de faire de plus en plus, c'est la façon un peu de changer la société. Et je pense que le fait d'être perçue comme trop ambitieuse, bah, peut-être c'est pas l'endroit que je veux passer ma carrière parce que je vais de toute façon ne pas progresser dans ce milieu-là. Je vois ce que tu veux dire. Bah, il peut y avoir aussi des sujets de courage et d'audace et de motivation à oser en tous les cas tenter parce que c'est vrai qu'il y a le non, le rejet, mais il y a aussi le fait de s'affranchir du regard de l'autre pour se dire allez, j'ose demander ça. Bah, peut-être ça peut, dans ce cas-là, commencer par des toutes petites actions, je sais pas, dans son quartier avec son voisinage, en faisant le marché le dimanche, je sais pas, mais toujours demander et en se disant je demande avec l'optique d'avoir un non. Donc je demande l'impossible en fait. Et c'est en demandant l'impossible que ça va commencer à faire oui. Peut-être c'est un peu intimidant, gênant la première fois, la deuxième fois un peu moins. C'est un peu comme tu t'expliquais le fameux muscle qu'on travaille au C'est de fur et à créer une mesure. habitude. Une L'habitude habitude, de voilà. négocier, Ouais. le plus difficile, c'est toujours la première fois. Ouais. Et ouais, et le fait de se dire c'est un jeu, c'est un challenge, ben ça nous pousse parce qu'en fait on n'a pas le choix, c'est soit ça, soit je perds, et on n'aime pas perdre. En fait, on n'aime pas le rejet, on n'aime pas perdre non plus. Donc là, on a un jeu où on doit collecter sans nom. Donc allez, il faut y aller. Quelle est selon toi la différence entre l'égalité et la parité?
Et pourquoi la parité est importante aujourd'hui en entreprise? C'est une bonne question. Bah, en gros, égalité, c'est de donner les mêmes opportunités, on va dire mêmes opportunités, le même cadre, la même possibilité de réussir pour hommes, femmes. Bref, si on reste dans une idée un peu bivalente. Mais parité, c'est densité, c'est presque déjà, c'est l'objectif, donc on aimerait bien que ça soit une parité, parce que si on part de principe qu'il n'y a pas de différence de compétences, différence de potentiel homme-femme, la parité, elle devait être attenue si on fait un bon process de recrutement, un bon process de sélection et tout. Donc, on devait arriver à une parité quand on a une société qui, en théorie, est paritaire, dans le sens 50-50 homme-femme. Sauf que si on n'a pas de parité, ça veut dire qu'on n'adresse pas à 100% du marché. Et du coup, peut-être qu'on rate des bons profils, des bonnes personnes. Et donc la parité, et c'est pour ça que j'incite l'idée de créer des opportunités, donc créer un milieu, genre un espace d'égalité pour les employés, les potentiels employés et vraiment inciter la parité pour être sûr qu'on va performer au max possible. Parce que pour moi, la parité est le meilleur indicateur ou un des indicateurs de performance, de signification que on a exploité vraiment à 100% du marché pour arriver à des meilleurs talents. En fait, c'est subtil, mais c'est très révélateur aussi la différence entre égalité et parité. En fait, on a beaucoup parlé des femmes, de la réalité, de où en est la parité aujourd'hui, mais puisque finalement les hommes s'en sortent mieux que les femmes, ben moi, ce que je te propose pour la suite du podcast, c'est viens, on regarde ce que font mieux ou bien les hommes et qu'on apprenne d'eux, en fait, et qu'on applique ça. Selon toi et sur la base de ton parcours professionnel et personnel, et après avoir créé Cash Confidence, quelles sont les stratégies ou comportements que tu observes chez les hommes qui sont alors soit innés, soit qu'ils le font plus facilement, soit qu'ils le développent plus facilement, qu'ils adoptent ou adaptent comparé aux femmes et que les femmes ne font pas et qu'est-ce qu'on peut aller en fait chercher chez les hommes pour se dire bah ça c'est une bonne pratique, je ferais mieux de l'adopter plus rapidement. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, le fait d'être dans les milieux très masculins, je vois très bien parce que moi, j'ai jamais, genre la plupart de ma carrière, j'ai travaillé plutôt avec des hommes, donc j'étais dans les milieux de la Très masculin. technologie très masculin, donc je voyais tout le temps. Mais si je devais répondre d'une façon, la façon que j'aimerais bien répondre, ça serait, je pense pas que les femmes devaient changer, je pense que c'est plutôt la société qui devait changer, et je pense pas que les femmes devaient penser, je vais changer ma manière de m'adresser à mon équipe, de m'adresser à mon manager pour que ça donne une idée, mais c'est pas ma façon de penser. Donc, par exemple, on parle beaucoup du fait que les femmes, parfois, si on va vraiment tomber dans les clichés et les stéréotypes, les femmes sont plus empathiques que les hommes. Dans un moment de difficulté, il faut être plus dur, donc c'est une caractéristique plus masculine. Je pense qu'il y a des caractéristiques qui sont perçues comme féminins et masculins. Et du coup, c'est un peu d'avoir un mix entre ces deux choses. Ça veut pas dire que les femmes doivent absolument porter plus ces caractéristiques masculines pour justement bien performer. Et ça veut pas dire que les hommes devaient absolument refuser tout ce qui est un peu féminin. Et je parle de ça parce que je pense qu'il y a un peu les deux côtés. Je pense pour les hommes, il y a aussi une pression énorme de la société d'être vraiment le performant tout le temps, de ne pas montrer ses faiblesses, d'être la personne qui sait prendre des décisions. Et du coup, il y a un problème aussi pour les hommes. Et j'ai bien en conscience, quand on parle par exemple au Cash Confidence d'argent, je sais que il y a une pression pour les hommes d'être le chef de famille, d'être le maître de l'argent, parce que c'est eux qui doivent prendre des décisions pour la famille. Et s'il y a une mauvaise conséquence, s'ils prennent pas bien les décisions, c'est à eux que ça va tomber la responsabilité. Donc j'ai conscience qu'il y a un peu cette pression sur les hommes et le fait qu'on doit s'inspirer des hommes pour voir comment on peut mieux performer. Je pense pas que ça soit la meilleure façon de le faire. Parce que du coup, aussi, ont leurs héritages. Tout comme nous, aujourd'hui, peut-être on travaille, on a plus d'accès, plus de possibilités, plus d'options, mais on a gardé ces héritages de, comme tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'il y a un sujet financier dans le couple, c'est par défaut, par définition, l'homme qui gère, parce que c'est des schémas qu'on a vus chez nos grands-parents, chez nos parents. Ou alors, même si aujourd'hui j'ai un salaire, moi, ça va plus être utilisé pour les dépenses au quotidien, alors que l'homme dans le couple, c'est plus les investissements un peu plus stratégiques et un peu plus long terme. Donc peut-être qu'eux aussi, même si la femme a énormément évolué
sur les 50 à les 100 dernières années, mais enfin, il y a des choses, c'est très récent en fait. On a l'impression que c'est un acquis depuis plusieurs années, mais c'est très très récent et c'est même encore très fragile, j'ai envie de dire. Donc même si la femme est rentrée et a plus de place et a plus de poids dans cette gestion financière et son rapport au travail a énormément évolué, mais on maintient ces héritages de se dire, ben, j'ai quand même, moi, j'endosse la responsabilité 2 fois plus et c'est quand même à moi d'être le chef de file. Et s'il y a un souci financier, c'est sur moi que ça retombe à 150%. Donc, eux aussi ont leurs héritages et donc ça ne devrait pas être le modèle. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a une responsabilité des deux côtés de changer la société. Donc, il y a un intérêt aux hommes de vraiment inciter une parité, inciter que plus de femmes soient dans les postes de haut niveau et qu'elles ont plus de responsabilités, par exemple, en entreprise, et que eux aussi sont plus présents à la maison, par exemple. Donc, il y a un intérêt aux hommes, mais aussi aux femmes d'avoir une ambition un peu plus élevée. Et l'ambition des femmes, c'est pas que les femmes, elles n'ont pas cette ambition, c'est juste qu'on n'a jamais donné de la place pour qu'elles puissent développer cette ambition. Donc, si les femmes doivent faire quelque chose de plus, moi, je dirais la seule chose qui j'incite vraiment les choses, parce que c'est pas comme. C'est très responsabilisant de dire que les femmes doivent changer pour faire partie du monde du travail. C'est plutôt le monde du travail qui devait changer. Mais si les femmes devaient faire quelque chose, moi, je dirais que c'est juste de parler plus, prendre plus de place, parler plus fort. Et plus fort, c'est pas forcément de parler comme un homme, mais juste se faire entendre. Et si quelqu'un me coupe la parole, que je vais pas accepter ça. Je vais dire, bah, excuse-moi, j'ai pas encore fini de parler. Est-ce que je peux juste finir ma phrase et après je vous donne la parole, comme ça on peut vraiment avoir un échange. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour vraiment inciter que ma voix soit bien entendue pour mes managers, pour mes collègues, et vraiment inciter ça. Donc, moi, j'aurais essayé de prendre plus de place et de parler et d'avoir une voix. Mais alors justement, comment en fait cet environnement externe, et là on fait un peu le lien avec la santé mentale, vient affecter en fait la santé mentale parce que comme l'environnement est ce qu'il est, alors c'est courageux. De, toi, ce que tu fais, Cache Confidence, les podcasts, le fait de libérer la parole sur certains sujets, ou de porter sa voix, comme tu dis, juste en réunion, de dire j'ai pas fini ce que j'ai à dire, ou moi je vois les choses différemment, écoute-moi, et après on peut trancher, on peut essayer de trouver un compromis. Mais comment justement les femmes peuvent en arriver à prendre conscience en fait de comment l'environnement les shape et ne pas sombrer justement dans tous ces éléments qui sont l'immobilisme, qui sont l'inhibition, parce que pour moi c'est ça qui risque en fait d'abîmer la santé mentale des femmes. Ouais, non, c'est difficile et surtout, c'est un peu ce que ben, on disait avant, c'est hyper récent. Donc, moi, je parle beaucoup qu'on est un peu la génération des pionnières. Et c'est très difficile d'être une pionnière, d'être la première de ma famille que, genre, moi, par Les exemple. sorcières. Exactement, mais c'est ça. Et moi, je suis la première de ma famille qui a eu un master. Je suis la première de ma famille qui a vécu à l'étranger. Et c'est hyper cool. Et je viens d'une famille que, bah, je pense qu'il y a un autre déclic que j'ai eu, mais plutôt l'héritage que j'ai, c'est que je viens d'une famille des femmes fortes. Mais c'est pas toujours cool d'être une femme forte. Donc, c'est vraiment un peu cette bagage qui vient avec moi tout le temps et essayer un peu de déconstruire ça, que bah, j'ai pas besoin d'être forte tout le temps, j'ai pas besoin d'être la femme qui va changer à l'école tout le temps, parce que sinon ça crée un peu cette ambivalence et cette notion que bah, justement l'ambition des femmes qui veulent aller plus au-delà de ce que ma mère, mes grandes-mères ont fait, ça veut dire genre changer complètement la vie que ma mère elle a eue, ou même cette idée que bah, les femmes qui veulent avancer plus dans une carrière, elles veulent absolument laisser de côté la famille. Et c'est un peu l'idée que bah, ça nous est un peu renforcé tout le temps dans la culture, dans l'imaginaire, dans les films. C'est un peu le film que je parle beaucoup, c'est le Devil Wears Prada, que bah, justement la chef, elle peut pas prioriser les deux choses, la carrière et sa relation, parce qu'elle a eu un divorce. Il y a Et aussi d'ailleurs, elle est très seule à la fin du film. Elle est très successful, mais très mais seule. très seule. Et Andy, bah, elle peut pas non plus avoir son copain et la carrière en même temps. Donc, il a toujours un choix pour les femmes et ça porte vraiment un poids énorme pour les femmes de comment je peux gérer ça et comment je peux faire avancer. Donc, je suis d'accord que c'est difficile d'être un peu la pionnière. C'est difficile de trouver les codes que je peux vraiment progresser dans un monde qui n'est pas forcément fait pour moi et que je dois un peu
être la première à créer des nouvelles codes, mais quand même quelque chose qui n'était pas à donner. Genre, j'ai pas de rôle modèle très proche de moi que je puisse un peu me projeter. Aujourd'hui, on veut atteindre cette parité. On peut se dire, je peux aussi bien fonder une famille et je peux aussi bien très bien gagner ma vie, voire mieux gagner ma vie que la moyenne des hommes qui m'entourent. Et en même temps, I can have it all en fait. Comment gérer justement cet aspect mental pour à la fois lâcher prise, mais lâcher prise ne veut pas dire renoncer à ses rêves et ne plus être ambitieuse. Pour moi, l'équation, elle est là. Et l'équilibre, il a trouvé à ce niveau-là. Comment toi tu vois les choses justement pour gérer sa charge mentale sans s'abandonner et en gardant la vision et le cap de ce qu'on a envie de réaliser en fait. C'est difficile et je pense que j'ai pas une réponse, une recette parfaite. Moi, j'aurais, par mon expérience, c'était plutôt de déjà avoir un entourage qui me pousse vers le haut plutôt qu'il me pousse vers le bas. Et je pense dans la et ça je fais un peu ma critique à la société française, c'est que bah, la société française est très ancrée dans le jugement et très ancrée dans un parcours un peu linéaire de qu'est-ce que c'est La réussite. exactement la réussite, la voie qu'on doit prendre. Et c'est très difficile de sortir des cases et sortir des choix qui me sont pas forcément imposés, mais qui la société attend de nous. Je pense qu'il y a deux choses. Une chose, c'est que bah, il y a peut-être que les gens vont pas être très d'accord, mais il y a une pression sociale qui est en partie dans la tête. Et je pense que moi, j'ai pris un peu de temps à comprendre ça, que, OK, il y a une pression de ce qui est attendu de Mariana, mais en partie, bah, les gens, ils s'en foutent, quoi. Genre, les gens Oui, il passent y a une pas partie autant de temps à penser à ce que je fais de ma vie. qu'on Euh, intériorise finalement et on devient exactement. nous-mêmes notre propre juge. Ouais. Exactement. Et je pense qu'il y a une deuxième chose, c'est que, bah, oui, il y a un jugement de comment je vais présenter au fait que bah, là, je priorise plus cette partie de ma vie et que les gens vont se dire, mais comment tu fais ou même, moi, par exemple, quand j'ai posé ma démission pour me concentrer à l'entrepreneuriat, c'était un peu de, OK, mais comment tu vas faire? Comment tu vas gagner ta vie? Comment tu gères ça? Et c'est très courageux, mais parfois, et je sentais qu'il avait un entourage qui me disait, bah, c'est très courageux, comment je peux t'aider? Et il y a aussi des gens qui étaient un peu, bah, c'est très courageux, presque. On Bah, a peur, on s'inquiète pour ouais, toi. on a peur, mais tu vas pas réussir, quoi. Genre, Mm. et du coup, c'est un peu à nous de choisir les bonnes personnes qui vont m'entourer, et c'est ça qui fait la différence. Donc, moi, j'incite les gens qui veulent faire un changement, ou qui veulent oser plus, qui veulent demander plus, et c'est à qui je peux parler et qui va vraiment nous pousser vers le haut. Donc finalement, c'est quand même un équilibre à trouver entre fonctionnement interne et l'environnement. L'environnement dans le sens où il faut qu'il y ait plus de programmes, il faut qu'il y ait plus de mentorat, il faut qu'il y ait plus de choses pour les femmes, que des espaces soient ouverts, que le débat soit lancé en entreprise, que l'écosystème bancaire mette plus en place d'aide et de fonds pour les startups qui sont portées par des femmes. Mais il y a aussi un travail interne qui est de se dire où sont mes croyances limitantes, où est-ce que moi j'ai encore peur, je n'ose pas, quel est mon rapport à l'incertitude, quel est mon rapport au risque. Donc, est-ce que pour toi, finalement, si j'ai envie de dire, allez, je suis une cash confident woman, c'est pas un mixte des deux? Qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir un impact sur mon environnement et avoir un impact sur comment est la réalité aujourd'hui? Et bien sûr, l'environnement a un rôle à jouer par les programmes, le mentorat, etc. Et aussi un travail interne où moi-même, je dois me changer en fait et changer mon rapport à l'argent. Ces deux étapes-là. Donc la première, et c'est pour ça que Package Confidence, on essaye toujours d'inciter les réflexions. Donc par exemple, quand on faisait les challenges en 2025, il y avait deux étapes. La première, c'était le rapport à l'argent. Donc on passait pas direct à quels sont les différents types d'investissements, quels sont les différents types de placements qui existent en France, mais c'était plutôt on commence par le rapport à l'argent, on commence par qu'est-ce que ma psyche dit sur mon rapport à l'argent. Ouais, je pense il n'a pas une solution extrême. Miracle, oui, il y a Ouais, pas. miracle, mais même Mais extrême, on a dans le des sens que, ambitions, on a ouais, des espoirs. ouais, et si on prend un peu l'exemple ultime de l'ouverture de débat de l'argent, c'est les États-Unis. C'est un pays que bah, les gens, pour ceux qui ont eu déjà la possibilité d'être aux États-Unis, bah, les gens parlent beaucoup plus d'argent qu'en France. Dans les rues, c'est Donc quelque c'est quoi? chose. C'est déjà vulgariser l'argent? Je pense que c'est vulgarisé, mais ça veut pas dire que l'exemple américain, c'est l'exemple parfait. Parce que justement, il y a une aisance avec l'argent, ou au moins une incitation de prise de risque, d'ambition extrême là-bas.
c'est un peu le American Dream, le fait de... Et le rapport au risque est complètement différent. Le Exactement. rapport à l'échec est complètement différent. Oui. Exactement. Donc, je pense que la France a un peu plus à apprendre d'une mentalité de parler d'argent plus ouvertement, mais ça ne veut pas dire que d'être dans un modèle américain est vraiment l'idéal. On le voit actuellement que bah, c'est en train de un peu cracher les valeurs de justement une égalité pour toute la société. Donc, c'est un peu de trouver le juste milieu, mais je pense que le fait d'intégrer une partie de la société qui était un peu à côté dans ce qui touche l'argent, les femmes par exemple, c'est une bonne façon de débuter et une bonne façon de faire avancer et progresser la société. Ça me fait penser à une chose, et après je poserai la dernière question pour la conclusion. Bah, moi, par exemple, j'ai travaillé 6 ans à Dubaï, et une des sources de colère ou de ce sentiment d'injustice, c'est de me dire comment est-ce que moi, la même personne, avec les mêmes diplômes, les mêmes capacités, les mêmes skills, quand j'ai démarré, quand j'ai travaillé à Dubaï, bon, j'étais plus jeune en plus, donc si ça se trouve aujourd'hui j'ai plus de valeur sur le marché du travail, bah, j'étais payée quasi 2 fois plus que ce que je touche aujourd'hui en France. Alors le système économique n'est pas le même, il y a les taxes, il y a les impôts, etc. Mais de me dire, ben, finalement, pour une même personne, pour une même ressource, à compétences égales, voire j'avais moins d'expérience parce que j'ai démarré plus jeune quand enfin je suis partie plus tôt à Dubaï, et en fait, quand je suis arrivée en France, je vivais vraiment très mal de me dire, je suis la même personne, mais là-bas, je vaux plus, et ici, je gagne 2 fois moins mon salaire. Donc cette parité, elle peut aussi rentrer dans des questions culturelles et de positionnement dans les pays, en fait. Et aujourd'hui, avec le télétravail, avec les nouvelles technologies et tout est encore plus flouté. Parce que pour une même mission, bah, si finalement je la fais pour une entreprise qui est basée aux États-Unis, je dis n'importe quoi, on va peut-être me payer 10 000 dollars la mission. Alors qu'en France, je suis toujours la même personne et on va me payer 5 000 euros, par exemple. Mais je pense que la question n'est pas forcément la différence de salaire parce que oui, et justement, comme tu as dit, c'est pas forcément le même système économique. Donc, en France, on a beaucoup plus de, genre, on paye pas, c'est pas, sécurité, transport, c'est pas forcément aussi élevé, je sais pas, à Dubaï, mais éducation, santé. Donc, il y a plein de dépenses qu'on n'a pas forcément. Donc, je pense que plus important de qu'est-ce que je gagne, c'est de comment je dépense cet argent. Donc, c'est un peu la partie de comment je peux augmenter mes revenus. Donc, par le salaire, mais le salaire n'est pas la seule façon de le faire. L'investissement est une façon aussi. Mais comment je maîtrise mon argent. Donc, plus que voir le salaire comme la seule source de revenus, c'est de comment je peux augmenter mes revenus, comment je peux mieux dépenser, comment je peux diversifier et comment je peux vraiment sentir que je maîtrise l'argent dans ma vie d'une façon un peu plus globale et dans l'avenir. 2 questions pour conclure cet échange, très intéressant. Pour toi, on aura évolué dans la bonne direction si on atteint quoi elle est dans 10 ans? Est-ce que si on regarde par exemple la liste des boîtes du CAC 40 et qu'on a autant de CEO que de CEOs, que de femmes CEO, c'est quoi pour toi un critère que la société avance dans la bonne direction? Je pense pas forcément à les listes. Je suis pas très attachée au classement, même que je vois que c'est important et c'est un bon indicateur. Mais pour moi, on avance dans la bonne direction si les femmes ont plus de choix et qu'elles n'ont pas des conséquences qui pénalisent les femmes si elles font un tel choix ou tel choix. Donc pour moi, c'est Et comment on peut mesurer justement ces choix-là? Bah, s'il y a un divorce, il n'a pas une pénalisation économique plutôt vers les femmes que pour les hommes, à la retraite aussi, s'il n'a pas des statistiques qui montrent que la façon qu'on fait des choix de vie ne pénalise et que du coup, ça nous force à être dans les cases qui font plus du sens. Par exemple, le fait de rester dans une relation malsaine parce on peut pas sortir économiquement. Par exemple, Oui, l'abus financier existe. Exactement, Ouais. le fait de rester dans une entreprise parce qu'on dépend de ça pour payer mes enfants parce que j'ai pas quelqu'un d'autre qui m'aide, bah, c'est pas qui m'aide, mais qui est un père. Donc, je pense que c'est plutôt de voir financièrement que les femmes ont une vraie autonomie. Je pense que la société a beaucoup avancé sur l'autonomie des corps, l'autonomie des choix d'une certaine façon pour les femmes, mais l'autonomie financière, pour moi, c'est presque la dernière barrière du féminisme. Demain, tu as une fille, ce serait quoi ton motto pour elle? Moi, je dirais le motto qui ma mère me disait. Je pense que j'aimais bien juste reproduire parce que j'ai eu beaucoup de chance avec ma mère. Ma mère, elle disait, je donne des ailes pour que tu puisses voler, mais tu saches toujours que tu as une maison où tu peux rentrer. Donc tu vas quand même l'inviter au voyage et à la découverte et Toujours. à s'envoler. Exactement. Merci beaucoup Mariana, merci pour cet échange
Et puis j'espère que beaucoup de femmes atteindront cette dernière brique de l'émancipation qui est l'indépendance financière. Et on espère qu'aujourd'hui, on a donné assez de clés, ou en tous les cas de schémas de pensée à instaurer pour pouvoir mettre ça en place. Merci Merci. beaucoup.